Mais c'est très long, on a besoin de le mettre, les architectes doivent être un peu plus responsables peut-être et les maîtres d'ouvrage. Donc, il y a un petit manque de volonté, mais si on est bien structuré, on a trouvé que ça marche bien et on commence à avoir de bons résultats sur les projets dans le recyclage de verre, réutilisation. Donc, mais le troisième pilier sur lequel on doit s'appuyer, et là, le maître d'œuvre est au centre cette fois, c'est la conception. Donc, est-ce qu'on met le verre dans les bons endroits? Et un petit astuce, et là, j'adresse aux architectes, c'est au lieu de concevoir le bâtiment depuis l'extérieur, pensez depuis l'intérieur. Et mettre le verre où on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de mettre le verre en shadowbox avant les gaines d'ascenseur qui sont opaques? Est-ce qu'on a besoin de mettre le verre avant la neige quand tout le monde a à leur bureau contre la façade? Est-ce que le verre est superbe? L'image à gauche, c'est magnifique. On est dans une tour, on dit voilà, le verre est magnifique, mais des fois, une fenêtre suffit. Ça dépend comment l'espace va être utilisé. Donc, de revenir sur les choses de base, que le vitrage, c'est là, laisser entrer la lumière et créer un lien. Et d'avoir ça comme quand on dit on va mettre le verre là, est-ce que ça va répondre à ces deux besoins ou non? Et sinon, peut-être on n'a pas besoin. Mais ce grand problème on a, c'est qu'on est obligé de le verre, c'est les apports solaires. Donc, nous, on est obligé de faire ce virage, d'arrêter notre dépendance sur les systèmes mécaniques où on peut faire ce qu'on veut, on peut concevoir comme on veut et on chauffe à mort ou on met le clim. Dans le passé, on avait une tendance à dire, bon, je fais la forme ce que je veux, euh, indépendant que ce bâtiment interagir avec son environnement autour. Et là, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique de, on doit avoir, on n'a pas de moteur. On ne peut pas chauffer et refroidir mécaniquement. On est obligé de faire avec ce qui est autour, avec les aliments autour de nous, comme un bateau à voile. Donc, c'est comme un bateau à voile est beaucoup plus compliqué à gérer qu'un bateau à moteur. On est dans cette situation magnifique aujourd'hui comme concepteur où on doit repenser entièrement comment on concevoir nos façades. Et le monde autour de nous, dans le bâtiment, c'est pas le vent comme dans un voilier, c'est les saisons qui changent. Donc, on veut le soleil en hiver, on veut pas en été. Et un thème qui est récurrent, on a déjà vu cette super présentation de Steven, merci ce matin, la protection solaire, parce que ça, c'est, je crois, les clés pour les conceptions dans les quelques années à venir, de trouver des systèmes ou variables pour ce que nos bâtiments deviennent plus caméléons. Et ça change. Donc, on a certains outils on utilise aujourd'hui, des métals déployés, les fleurs, les bimetallic strips, c'est les rideaux, les tissus, c'est des petites choses légères, fragiles. Donc, si j'avais d'argent à investir, je crois que j'investirais dans le système de les sociétés qui fait des occultations solaires parce que c'est là où ça va être de plus en plus important. La réglementation va monter là-bas et l'occultation solaire, on met à l'intérieur, on est obligé de l'avoir, on le met à l'intérieur, ça peut être efficace. Je veux bien vous reparler avec Chouko tout à l'heure sur leur ACV, sur leur façade ACT. Mais ce qui est clair, c'est que c'est mieux de mettre la protection solaire à l'extérieur. À l'extérieur, en hauteur, avec un peu de vent, avec un peu de salissure, euh, avec la poussière, etc., c'est automatiquement, on s'oriente vers une protection avec un panneau de verre à l'extérieur. Est-ce que c'est toujours jouable? C'est là les fabricants, avec les graphes tout à l'heure, c'est clair qu'ajouter en feuille de verre, c'est pas une option. Par contre, ça reste le problème si on ne le fait pas, comment on met nos protections solaires? Donc, c'est là tout l'enjeu. Donc, dans l'optique que le bilan carbone de la fabrication de verre va s'améliorer dans l'avenir proche, j'espère, on, ça, c'était bien cette idée de protéger la protection extérieure avec un panneau de verre.
Par contre, ça engendre tout un paquet de problèmes secondaires. Comment on évacue les chaleurs qui arrivent dans la façade? Comment on peut ventiler à travers cette façade? Comment on peut mesurer la température qui passe à travers? Comment on sait où va passer le fumée, où va passer l'incendie, l'acoustique latérale, verticale? On connaît tous, il y a beaucoup d'entre nous qui connaissent tous ces problèmes, mais heureusement, aujourd'hui, on est dans une position où le bureau d'études, avec leur formation scientifique, avec la capacité de calcul, on peut appréhender ces différents sujets et amener des réponses. Par contre, c'est drôle, quand je faisais ce tableau l'autre jour, je réalisais, c'est un peu l'histoire de ma carrière dans le bureau d'études. Quand j'ai commencé il y a 30 ans chez RFR, le langage qu'on échangeait était toujours kilonewton. La vie était simple, on n'avait que kilonewton. Ensuite, réalisation, la façade s'est infiltrément. Ah, les kilowatts, avec le Grenelle. Donc, depuis 15 ans, c'est kilowatts et tout ce qui dérive autour de ça. Et maintenant, peut-être je suis prêt pour prendre la retraite, je pense. Mais maintenant, troisième paradigm shift dans ma carrière, les kilogrammes CO2. Donc, on est parti pour, comme on a vu aujourd'hui, des discussions fascinantes. Les solutions sont pas du tout évidentes qu'on va trouver. Mais ce que je veux souligner, et au lieu de montrer un graphe, montrer des bâtiments, ce que je veux souligner, c'est que au fond, ces doubles façades, et je crois c'est quelque chose, c'est une pièce d'équipement très utile pour nous permettre de battre tous ces problèmes environnementaux qu'on a. Peut-être on doit les utiliser avec discrétion, mais c'est une arme qui est très utile. Par contre, le problème, c'est que si la discussion, c'est un objet architectural après tout, parce que on aime bien faire nos calculs, mais à la fin, on est en train de faire des bâtiments qui vont être là pour les générations futures, qui sont des pièces d'architecture. Donc, combiné avec ce qui est quantitatif, il faut ajouter ce qui est qualitatif. Et c'est là où notre métier devient un peu difficile. Parce que comment, surtout avec un sujet comme un surfaçade, si on utilise un surfaçade, la plupart des architectes, au moins qu'on parle avec moi, je ne sais pas, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de faire une double façade parce que je ne sais pas ce que c'est très technique, c'est très compliqué, qu'est-ce que ça va donner. Donc, si, je crois, puisqu'on fait des projets qui réussissent dans ce domaine de double façade, de surfaçade, il faut que le bureau d'études parle un langage qui est qualitatif aussi bien que quantitatif et qu'autour de la table, on n'a pas que une prise de parole par les aspects techniques. Mais c'est difficile parce que les thèmes, c'est un peu flou. C'est pas des choses que tu regardes sur l'écran, c'est des choses que tu réalises quand tu regardes un bâtiment, du vrai. Donc, ce que je veux proposer, c'est sans m'emballer, un petit retour personnel sur, à travers mon travail chez TESS et avant 15 ans chez RFR, de certains projets de surfaçade que j'ai fait et quand c'était terminé, on regarde et on voit et le retour d'expérience un peu sur des paramètres qui sont pas mesurables, mais qui sont réels et avec lesquels je crois c'est utile d'échanger avec les architectes pour leur permettre de se sentir à l'aise quand ils sont en train de concevoir un façade double pot ou en surfaçade, parce que je parle principalement, pas de la vide, mais de la nappe de verre à l'extérieur. Donc, la première question, c'est échelle. De, on est indépendant, quand on est à l'extérieur de la façade fonctionnelle derrière, on est indépendant de la trame qui existe dans le bâtiment, le tram de bureau d'un 35, le plan d'étage. Et ce projet qui était à Mairie, en Irlande, on a ajouté cette double façade à l'extérieur. C'est un vieux projet, c'était pas du tout pour des raisons environnementales, mais c'était pour faire un bâtiment civique. Et en fait, ce qu'on était en train de faire, c'est de revenir où était Michel-Ange, Michel-Ange, sur le Capitol Hill à Rome, où en fait l'ordre classique était de faire un ordre par étage dans l'architecture classique qu'on voit ici à Nîmes.
Et ce que Michel-Ange a fait, c'est tout simplement, avec cette idée de génie, c'est de passer le pilastre à travers 2 étages. Donc, au lieu d'exprimer comme était anime chaque étage, le pilastre, ça couvre 2 étages. Donc, c'est un bâtiment administratif de bureau et là, cette élégance. Donc, c'est ça qu'on a essayé de retrouver, c'est de jouer avec l'échelle, avec un élément qui est superimposé sur la façade. Au contraire, à Kildare, dans ce cas-là, on a fait l'inverse. On a fait un petit module qui gommait l'échelle de bâtiment. Ici, à Shanghai, les clients avaient peur que cet investissement dans ces bâtiments au bord de la fleuve, juste à côté de Bond, va se disparaître dans tous les bâtiments de même hauteur derrière. C'est des bâtiments que de 10 étages. Donc, il avait peur, mais les petits bâtiments vont se perdre. Donc, on a ajouté une surfaçade à l'extérieur qui est un geste urbain qui crée toute cette roue qui passe à l'intérieur et ça gomme complètement l'échelle des meubles de bureau standards qui sont derrière. Et un autre thème qu'on a vu qui sortait de ce projet, c'est le fait que quand on a une double façade, là, on a 2 fois le nombre des montants. On a 2 fois le nombre de quantité de structures. Donc, ça peut empêcher qu'on voit la vue panoramique qui est à l'extérieur ici. Pardon. Euh, donc, on a, dans ces cas, les montants, on a élargi la trame, donc c'est un trame de 5 mètres, si je me souviens, et 5-6 mètres, et on a, on a l'impression que ces montants portent 2 étages. En fait, c'est sur 10 étages. Donc, il y a le bielle en haut et le bielle à R+2, et on a ces grands arcs, et les câbles en rouge, j'ai ajouté le rouge sur la photo parce qu'on ne voyait pas les câbles. Il y a des petits câbles qui sont là. Et les câbles, on déforme l'arc vers le bâtiment en mettant de précontraintes dans ces câbles. Et la quantité de précontraintes surpasse les charges de vent qui va arriver. Donc, le vent, simplement, ça réduit le précontrainte dans le câble. Et comme ça travaille, un câble peut travailler comme une bielle, transférer les charges réversibles. Donc, les surfaçades, on peut faire des choses structurelles assez intéressantes qu'on ne peut pas se permettre. On peut se permettre des déformations parce qu'on n'assure pas l'étanchéité. Là, à une échelle un peu plus modeste à Boulogne, euh, pour réduire la présence de l'inertie à l'extérieur, dans le pot extérieur, on a simplement raccordé au montant à l'intérieur par des petits biellettes qui réduit la masse vue de l'inertie sur le pot extérieur. Sur les bâtiments de grande hauteur, le problème avec le double façade, c'est pas autant les montants que le plancher. Le plancher dans la vide où on est en haut de la tour, on voit pas ce qui est en bas parce que tu vois un coursif qui est des fois peut être un peu sale. Et donc ici, on a aligné le coursif avec un tour de 400 mètres. On a aligné le coursif avec le niveau de le faux plafond en bas. Euh, donc, un bonus qui arrive quand on fait les façades double pot, c'est que on a les lignes, la façade, la face intérieure est très lisse. On peut mettre toute l'inertie dans le vide. Donc, les textures. Donc, ça, c'est quelque chose, on a beaucoup plus de liberté de s'amuser avec les textures de la façade. Encore avec comment concevoir quelque chose aussi énorme que cette tour. Et qu'est-ce qu'est le grand? Donc, tous les repères. Je me souviens, je croisais une fois en Chine un architecte américain qui dit, en Europe, vous avez aucune idée comment concevoir les tours. Et ils avaient un peu raison. Nous, on est habitués à l'école d'architecture, on apprend de l'échelle urbaine. Et quelque chose de cette taille, c'est 400 mètres d'auteur. Comment on concevoir le pot? Comment on ajoute en richesse à cette pot quelque chose qui a en valeur? Donc, après beaucoup des études, à la fin, après beaucoup de délais en août, on s'est terminé avec un peu un pinstripe suit. Simplement, on laisse un vide entre les panneaux de verre qui est devenu à cause du fait qu'on avait un problème avec les systèmes de nacelles d'entretien en Afrique. Donc, on a dit on va nettoyer depuis l'intérieur, on va passer la main, nettoyer. Je ne sais pas si l'SPS en France sera d'accord, mais c'est des petits bandes de verre et on nettoie depuis l'intérieur.
Donc le surface lui-même, ça c'est quelque chose qui c'est très difficile à quantifier, d'en parler, c'est très, très subjectif apparemment. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est aperçu, mais c'est pas, la présence de cette peau extérieure. Ce bâtiment, c'est le premier double pot que je faisais c'était en Chine, c'était toujours sale. Et en fait, quand on le nettoyait, c'était beaucoup moins intéressant. On- le niveau de luxe, c'est très, très important que le niveau de luxe derrière une façade en verre, ça dégrade très, très rapidement. Mais dans le premier mètre, on voit tout. On voit tout. On a un niveau qui est l'équivalent de le niveau à l'extérieur de la façade presque. Donc, on voit tout ce qui est juste derrière la façade. Donc, si le verre est propre, on voit le bâtiment, on voit pas cette surpeau. Et ce que j'ai trouvé, c'est que quand cette surpeau était sale, euh, ce qui était derrière était un peu blotté, un peu vague, et c'était beaucoup plus intéressant. Et quand on a fait ce bâtiment, qui est aussi, le bâtiment, je montre le détail tout à l'heure à Bologne, ça fait un moment que c'est fait, mais on a dit on va mettre simplement un low-E sur le pot intérieur et la couche, le facteur solaire, on va faire travailler le pot extérieur. La seule raison vraiment, c'est qu'on veut créer un effet de boîte de cristal qui avait cet grand avantage de gommer le fait que le bâtiment est 25% isolé et opaque. Et on a créé cet effet. Mais quand on regarde de l'autre côté, en fonction de la lumière de jour, on voit des choses différentes. Chaque fois que je passe, je vois des différents angles. Si on met, je crois, c'est autour de 30% de réflexion. Des fois, on voit à travers, des fois, on voit pas. Et ça, c'est un jeu sur un projet de surélévation à Dublin où on veut simplement refléter le ciel, c'est tout. Que Dublin, c'est une ville existante, les urbanistes promettent une surélévation qui est très bien. On a tous peur que ça va donner, mais ce qui est magnifique en Irlande, c'est le ciel. Ça change tous les 5 minutes. Donc, on a conçu une façade qui va perturber la lecture de du ciel autant que possible. Donc, la profondeur, c'est un autre sujet qui, on peut, par rapport le travail de matérialité, mais ce projet, OK, c'est pas en verre, mais on peut aller quand on visite ce bâtiment à Lyon, il y a quelque chose qui est presque sensuel. Pas sur l'image, mais quand on tourne autour, ça vient, ça part et on parle d'erotica et pourquoi un fait de voilage est toujours magnifique? Pourquoi les choses qui demi-cachées sont sublimes ou plus belles que la réalité des fois? Il y a cet jeu, je vais laisser des autres m'expliquer pourquoi, mais le fait que quelque chose est masqué, visible, pas visible, avec une profondeur, là, j'ai dit, comme architecte qui aide autres architectes à inventer des façades, c'est génial notre métier. De faire cette façade, on avait du mal, et dès que le bâtiment a été conçu, maintenant, on achète les cartes postales dans la gare de train à Lyon de ce bâtiment. C'est purement cette sensualité. On a démarré avec une sérigraphie sur le verre, ça n'a pas du tout marché. Là, beaucoup plus banal, la ventilation. Donc ça, c'est un projet en Irlande où il n'y a pas beaucoup de soleil. Le Biotoutron solaire nous a informé, vous n'avez pas beaucoup de soleil. Ah oui. Mais vous avez du vent. Ah oui, on a du vent. Donc le vent vient toujours du sud-ouest en Irlande, le Gulf Stream. Et on a utilisé ça pour tirer l'air. Il n'y a aucun système de ventilation mécanique. Le bâtiment n'est pas très profond. Et on tire l'air. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en France, peut-être avec la réglementation incendie. Mais on tire l'air à travers cette double peau. On a aussi des variantes quand il y a un couloir au milieu. Et c'est un bâtiment qui marche. Et ce qui était intéressant, le promoteur était prêt de jouer le jeu parce que la ville a dit, si vous enlevez l'étage technique sur la toiture, je vous donne le droit de faire un étage de bureau en plus. Donc le promoteur, qui était très, très commercial et dur, a accepté de jouer le jeu. Et ensuite, on avait du mal à trouver les preneurs jusqu'à une grande compagnie d'assurance allemand arrive et qui dit ah, mon syndicat veut que tout soit ventilé naturellement. C'est une condition pour eux non négociable.
Et on a de mal de trouver un bâtiment en Europe qui est ventilé naturellement. Donc, grâce aux Allemands, c'était loué. Et c'était tout en bois aussi. Donc, la protection solaire, peut-être, je vais rien dire sur ça après ce qu'a montré Steven tout à l'heure. Lui, on voit l'idée, on peut tout faire. Dès qu'on a le panneau de verre à l'extérieur, on peut vraiment, l'origine de ce projet, on a dit, l'architecte à un moment me dit, on fait votre cahier des charges, on est obligé d'avoir la confidentialité totale parce que le fisc allemand à Luxembourg fait une vidéo, loue l'hôtel en face, il fait une vidéo de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble. Donc, confidentialité était le sujet. Donc, on a inventé un système de bruit-soleil pour confidentialité. Après, on a mis le verre extérieur pour cacher ces bruits-soleil de confidentialité. Et le bureau d'études environnementales dit, je veux que ce soit blanc. Donc, l'architecte a dit, OK, mon cahier des charges, c'est que vous voulez des plumes blanches ou quelque chose à l'intérieur en feuille de verre. Donc, on a cherché des plumes blanches qui s'est terminé comme les petites plaques de marbre, mais ça peut être des choses pas métalliques, ça peut être... Il y a un potentiel énorme dès qu'on est à l'abri des vents de faire. Et encore, c'est quelque chose que on réfléchit pas aussi autant, je pense. C'est assez rare qu'on en travaille sur des façades. Quelqu'un vienne avec une image de l'intérieur et dit, c'est ça que je veux. C'est toujours l'image de l'extérieur. Ce projet, l'image de l'intérieur était fondamentale parce que les banquiers, le client dit, mes banquiers me coûtent une fortune. Donc, c'est quoi l'ambiance dans laquelle ils vont travailler? Donc, le vue de l'intérieur était moteur dans la conception et pas de l'extérieur. Donc, en étude de cas, donc après cette idée d'avoir une approche qui est de combiner ce qui est quantitatif numérique avec avec l'expérientiel, qu'on a un peu de mal à parler, on a démarré en réflexion avec la super-équipe de Naum sur le tour Montparnasse. À un moment, là, on était quasiment pendant le concours installé sur un étage dans le tour. Et on a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi. Donc, je leur laisse parler de leur travail urbain, de faire le socle pour l'insertion au niveau des bâtiments autour, de le top, etc., etc. Moi, je veux simplement parler de la foule au milieu où on a rapidement dit il faut que les occultations extérieures, il faut absolument que la façade ne soit pas noire. Quand on regarde un bâtiment, après, on a parlé des tours, il y a un des associés qui me dit, après toute cette, au début de le concours, après toute cette réflexion, vous parlez de ce que je comprends bien, un immeuble de bureau est toujours noir. C'est vrai, on regarde le niveau de l'extérieur, mais si on a une double façade, on peut rapidement jouer cet effet de noir parce que on peut utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, le pot extérieur pour donner une présence. Et ce qui est derrière, tu vois pas la profondeur noire du bureau, ce qui est derrière. Donc, cette idée de faire un bâtiment qui soit pas noir, le fait d'avoir un double pot était primordial. Après, l'idée de changer l'échelle, comme j'ai dit tout au début, on peut faire ce qu'on veut avec un double façade, presque, presque. Sauf que ici, c'est un bâtiment existant. Donc, on porte entre les poteaux et à cause de C plus D, cette particularité française, on va profiter de ça au maximum. On a de l'acier dans le châssis de bloc. Donc, on va utiliser ça pour créer des poutres qui portent entre les poteaux, transférer des charges directement au poteau primaire sans avoir besoin, parce que la nouvelle façade est plus lourde que l'ancienne façade, de renforcer le poutre de rive. Donc, la façade travaille comme un, pardon, la façade travaille comme un poutre. L'autre chose avec ce jeu d'échelle, c'était simplement de changer l'image. C'est pas un immeuble de bureau lambda que toute la Parisienne va dire, ah oui, il y a ce site XY qui travaille là. Elle va voir comme un monument chez eux, quelque chose qui appartient à eux, qui est différent de toutes les autres façades d'immeubles de bureau à la Défense. On ne veut pas que ce soit lu comme de quitter la référence iconique de ce qui est la trame d'un meuble de bureau. On a réussi de faire la ventilation à travers avec un doublage dans le creux. Il y a deux ouvrants,
donc on peut ventiler tous les 2,70 m ou 3 mètres, malgré le fait qu'on a un non-panneau de verre qui soit 3 mètres par 6 mètres. Ce qui était intéressant, c'est cette idée. Là-bas à gauche, on voit l'effet de gaufre qu'on a des fois. En haut à droite, on voit l'effet plutôt miroir qu'on a. Ceci, c'est fait avec un logiciel très intéressant d'Ocean qui met les vraies caractéristiques de fer. Ce n'est pas des images de synthèse et on met les propriétés verts, le ciel, le moment de l'année, le moment de la journée et ça donne un rendu. Par contre, oh, OK, future. Ça va être vite. Donc, cessamment, bien sûr, ça va être du bois. Bien sûr, on va avoir beaucoup de bois, on est tous d'accord avec ça, mais il n'y a pas que toute cette, j'ai beaucoup parlé de double façade parce que c'est important, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans le futur, on va être obligé, parce que ce sujet, c'est la protection solaire, on va être obligé de l'utiliser, mais quand c'est pas pertinent, il faut réfléchir sur des autres choses. Ici, on était à l'ombre de la tour Majonga derrière, et donc on a dit, on est OK, on est à l'abri de, on a un tour au sud. Par contre, on avait un autre problème qui était, si on couvre tout en vert pour exprimer l'architecture des années 70, il y a un problème de chauffement. Mais ce qui était superbe, c'est que quand tu conserves l'inertie, et là, il y a un problème, si on passe en tout bois, tout léger, l'inertie est géniale. Mais l'inertiel, il faut le garder pour quelques mille ans peut-être. Un bâtiment en béton, on ne démolit pas, mais dans ces cas, l'inertie a vraiment bien joué parce que ça nous a permis, le chauffement juste derrière la façade était absorbé par le béton, donc le temps de, parce que si on avait quelque chose de plus léger, et en dernière image, où à cause du fait que c'était ce projet de rive de Seine, j'ai pas cité les architectes parce qu'on est un peu réduit en temps, mais c'est écrit en bas à chaque fois. Donc, ce projet près de quai de la Rapée, rive de Seine, euh, on avait peur, après ce qu'on a vécu sur des autres projets de rénovation, de mettre un double pot à cause du poids que ça apporte. Donc, on a dit, on va essayer de faire un simple pot. Donc, on fait des rideaux plutôt que des stores derrière. Et ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a tourné l'épaule. Le bâtiment était orienté sud-ouest. On a tourné la façade vitrée encore 30 degrés pour tourner l'épaule vers l'épaule, vers le soleil du sud et qu'on a utilisé pour la ventilation. Merci.